Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer et innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire et dans une nouvelle thématique qui ce mois-ci va être consacrée à un sujet que j'aime beaucoup et que vous aussi du coup parce que vous faites tout comme moi, les victoires inespérées. J'adore ce sujet parce qu'il y en a tellement dans l'histoire de France. Vous savez, c'est ce genre de bataille où on se retrouve à 1 contre 5, 1 contre 10 et finalement on éclate quand même tout le monde. Bon, après il faut dire qu'il y en a eu aussi pas mal pendant l'épopée napoléonienne, mais je vais pas en faire trop là-dessus, sinon on va encore me dire que je suis trop napoléocentré. Ce qui est vrai. Et alors, donc on va parler d'autres victoires inespérées, mais le problème c'est que les plus connues, les plus incroyables, généralement je les ai déjà traitées dans la petite histoire. Alors du coup, pour ne pas vous refaire 2 fois les mêmes épisodes, j'ai décidé que pour celui-ci, donc l'épisode 1 sur 4, j'allais vous faire une petite compile rapide des batailles épiques et inespérées qu'on a déjà abordées. Et ensuite, à partir de l'épisode 2, je reprendrai normalement une bataille, un épisode, et j'essayerai de pas faire du Napoléon. Non, je plaisante, j'y arriverai jamais. Allez, c'est parti. Pour cet épisode 1, je vais vous parler rapidement de 3 batailles déjà abordées dans la petite histoire, donc, mais que je ne pouvais pas mettre de côté pour cette thématique parce qu'elles sont vraiment incroyables et elles ont toute leur place ici. La première, c'est la bataille de Fort-Carillon. Je l'aime bien celle-ci déjà parce que c'est contre les rosbifs, mais surtout, c'est en Nouvelle-France que ça se passe. Et la Nouvelle-France, c'est vraiment le symbole de ces causes perdues magnifiques de notre histoire. Ça se passe en 1758, on est en pleine guerre de 7 ans, triste guerre pour la France puisqu'on perd le Canada, donc le monde, mais justement c'est cette bataille de Carillon qui va redonner espoir à tout le pays. Elle se déroule donc au fort Carillon, un fort français qui contrôle l'accès au fleuve Hudson, et les Britanniques sont bien décidés à s'en emparer, et pour ce faire, ils réunissent une armée colossale pour ce théâtre, 15 000 hommes. Ça peut paraître rien, 15 000 hommes, mais à l'échelle de ce théâtre de la Nouvelle-France, c'est énorme. C'est dire à quel point ça leur tenait à cœur. Alors que de leur côté, les Français ne sont que 3 600, on est donc à 1 contre 4, disons. Et pourtant, pour les Anglais, rien ne va se passer comme prévu, et ça, on le doit à une seule chose, l'arrogance et l'incompétence de leur général, le général Abercrombie.
Je sais, il a un blast pourri. Abercrombie a un tel mépris pour les Français et une telle certitude de l'emporter qu'il va tout faire à l'arrache, c'est-à-dire donner des ordres absolument aberrants tout en étant situé lui-même loin de l'action, hein, bien sûr, c'est un Anglais. Sauf qu'en face de lui se trouve le marquis de Montcalm, qui lui a tout préparé, tout prévu, fait fortifier la position et se trouve en permanence au milieu de ces hommes combattant avec eux. Le résultat, c'est que le général anglais va lancer toute une série d'attaques frontales, qu'on appelle aussi dans le vocabulaire militaire des grosses attaques de bourrin, absolument dévastatrices. Hein. Les soldats anglais vont être, je cite, fauchés comme de l'herbe, et ils vont se prendre une telle dérouillée qu'ils vont se mettre à paniquer au point de se flinguer entre eux à bout portant dans la fumée et dans la panique. Bref, un désastre. Bon, il tentera bien d'autres trucs, hein, mais ça ne marchera pas. Les Français vont repousser absolument tous les assauts. Et cette victoire va être retentissante. Jusqu'à Versailles, où on célébrera Montcalm, et elle relancera pleinement l'espoir pour le Canada français. Malheureusement, vous connaissez la suite de l'histoire. L'espoir sera de courte durée. On va perdre le Canada, mais cette déculottée à 1 contre 4 n'en reste pas moins très bonne à prendre. La deuxième bataille dont j'aimerais vous parler, c'est Montgisard. Montgisard, c'est simple, c'est la plus belle victoire de l'histoire des croisades. Nous sommes le 25 novembre 1177 et l'armée croisée commandée par le jeune Baudouin IV, le roi lépreux, affronte l'imposante armée du sultan Saladin. Quand je dis imposante armée, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les croisés, qu'on appelle alors les francs parce qu'ils sont composés essentiellement de français, ça faut le savoir, ne sont que 500 templiers, 400 hospitaliers et quelques 4000 fantassins. Et cette petite armée va faire face à plus de 30 000 musulmans. Tout d'abord, l'armée de Saladin va faire le siège d'Ascalon, ou Ascalon, je ne sais jamais comment ça se prononce, où se trouvent les croisés et Baudouin, puis, se disant que Jérusalem est du coup pas défendue, le sultan lève le siège et fonce sur la ville sainte. Sauf qu'il est tellement confiant, vu la faiblesse de l'armée chrétienne, qu'il disperse son armée, histoire de permettre au passage à ses hommes de piller les villages alentours, de massacrer les chrétiens et d'achever les prisonniers, hein, tranquille. Grosse erreur de sa part, puisque Baudouin, du haut de ses 16 ans, fait opérer à sa troupe une manœuvre habile le long de la côte, et le 25 novembre, donc, il fond avec ses chevaliers sur l'armée des Ayyoubides. Là, je vous laisse imaginer le spectacle, près de 1000 templiers et hospitaliers qui chargent dans le désert sur une troupe largement plus nombreuse, mais dispersée, et qui emporte tout sur leur passage. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux, bordel. C'est plus Montgisard, là, c'est la charge du Rohan, les gars. Avec cette charge puissante et furieuse, les croisés sont inarrêtables, et très vite, c'est la panique qui se répand dans l'armée musulmane, au point que toute l'armée de Saladin est bientôt en déroute. Les croisés se payent même le luxe de culbuter la garde personnelle de Saladin, 1000 Mamelouks quand même, mais depuis la bataille des Pyramides, on sait toutefois que les Mamelouks, ça vaut pas une quiche. La victoire est totale, triomphante pour les croisés, qui remportent, je l'ai dit, la plus belle victoire des croisades, et on rapporte même que l'armée de Saladin a été presque complètement anéantie et qu'il a perdu 9/10 de ses hommes. Une victoire à 1 contre 6 quand même, qui aura un retentissement dans toute la chrétienté et fera la réputation des ordres religieux que sont les Templiers et les Hospitaliers. Elle avait donc toute sa place ici. Dernière bataille, on en a déjà parlé aussi dans la petite histoire, mais celle-là, fallait clairement pas passer à côté, parce que tout à l'heure, on était en 1v4, puis en 1v6. Là, on part carrément sur du 1v10. Il s'agit bien sûr de la bataille de Bir Hakeim, où quelques légionnaires et troupes coloniales de la France libre vont tenir tête aux Italiens et aux Allemands commandés par Rommel. Nous sommes en mai 1942 et l'Africa Corps de Rommel lance une grande offensive vers l'Est avec pour objectif l'Égypte et le canal de Suez. Rapidement, les troupes britanniques sont en déroute, mais sur ce front, une seule position résiste, celle des Français, à Bir Hakeim. Pendant 16 jours, les 3700 hommes du général Koenig vont résister héroïquement aux assauts des Italiens, puis des Allemands qui seront au total plus de 30 000. Je vous ai dit, là, on est quasiment à 1 contre 10. Dans un premier temps, ils repoussent tous les assauts italiens à l'aide de simples trous creusés à 1 mètre de profondeur dans le sol et quelques canons de 75 transformés en canons anti-chars. Au point que Rommel, qui pensait que Bir Hakeim ne serait qu'une formalité, finira par engager toutes ses troupes pour venir à bout de la position, en vain. Les Italiens d'abord, les Allemands, les divisions blindées arrivées en renfort, les bombardements quotidiens de la Luftwaffe, rien ne viendra à bout de la résistance héroïque des Français qui vont tenir pendant 16 jours, se battant même sur la fin à la grenade par manque de munitions. Un général allemand dira, je cite, n'avoir jamais affronté au cours de toute la guerre du désert une défense aussi acharnée
et héroïque. Et l'exploit sera salué par tous, même par Hitler. Cette résistance désespérée de 16 jours permettra aux Britanniques de se replier en bon ordre, puis de remporter la victoire d'El Alamein quelques jours plus tard. Il s'agit ici du premier succès de la France libre, et quel succès, qui lui permettra de se faire un nom et une place surtout parmi les Alliés. C'est une bataille absolument incroyable, et là aussi, fallait en parler. Merci à tous pour votre attention, j'espère que cette compilation vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve donc avec un épisode classique qui traitera cette fois d'une seule bataille, et il s'agira d'une bataille assez méconnue, la bataille de Cocherel, menée par le grand Bertrand du Guesclin. Salut.